Bienvenue sur le podcast Philosophie de balcon. Je suis Alessio Nistico-Brovelli. Bonjour Maddalena Di Meo. Bonjour Alessio. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast Philosophie de balcon. Pour ce moment ensemble, je vous propose une première partie durant laquelle nous ferons votre connaissance et échangerons au sujet de votre parcours personnel et professionnel. Nous poursuivrons avec une deuxième partie, un peu plus amusante, plus légère en tout cas, mais je ne vous en dis pas plus. Est-ce que ce menu vous semble appétissant ? Je dirais même gourmand. Alors c'est parti. Maddalena Di Meo, vous naissez dans les années 80 à Vevey, une petite ville au bord du Léman, dans le canton de Vaud, en Suisse. Vous entreprenez très jeune des études d'infirmière, à 18 ans, et vous êtes propulsée dans le monde du travail 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui vous motive à entreprendre des études d'infirmière ? La motivation première, je pense qu'elle est intérieure, je l'ai toujours eue. C'est une motivation d'enfant, un rêve d'enfant, une petite fille qui voulait devenir infirmière. Depuis l'âge de 3 ans, je savais que mon objectif était de soigner, d'être auprès des gens. Et je n'ai jamais d'ailleurs changé d'idée sur tout mon cursus. Vous travaillez une dizaine d'années en tant qu'infirmière. Dans quel domaine de la médecine et avec quelle population ? J'ai fait divers secteurs. J'ai fait d'abord l'hôpital public, donc j'étais en urgence. Après, j'ai fait de la médecine aiguë, j'ai fait de la chirurgie. Et à un moment donné, j'ai quitté le public pour aller en privé, pensant que les soins hospitaliers privés avaient le luxe du temps et que c'était plutôt dans un concept, le patient qui était centré dans la philosophie des soins. Et là, j'ai occupé des postes de responsable de département en ambulatoire, j'ai fait l'ophtalmologie, l'anesthésie, j'ai fait la traumato, ortho, j'ai pu toucher à tout, j'ai pu m'occuper des formations d'infirmière. Et j'ai fini d'ailleurs ma carrière dans le milieu privé en ortho-traumate, à la clinique Boissère. Comment se manifestent les premiers signes qui vous font prendre conscience que vous ne pourrez pas poursuivre dans cette profession ? Le premier signe avant-coureur, c'est le manque de motivation quand on se lève le matin, et puis cet agacement. On n'a plus la même patience avec les gens, on n'a plus le même cœur à l'ouvrage. Et moi, c'était pas tant les gens le problème, c'est mon métier qui avait évolué parce que de plus en plus on parlait d'économie, de plus en plus on parlait de performance et de moins en moins on parlait de passion. Et d'ailleurs, si vous suivez l'évolution, on appelait les patients. Après, c'était devenu des bénéficiaires de soins et maintenant ce sont des clients. Donc on est dans la consommation de la santé. Et quand moi j'ai choisi les soins, moi j'avais l'objectif de l'humanitaire. Pour diverses raisons, j'ai pas pu aboutir à ce rêve-là. Mais mon soin, c'était quoi ? Mon objectif, c'est soigner les gens, pour être avec les gens. Parce qu'une personne qui est dans un lit d'hôpital vit des moments qui ne sont pas que des moments heureux, parce qu'il n'y a pas que des naissances ou des moments qu'on choisit de vivre. Dans ce milieu-là, on vit des moments dramatiques, de douleur, de décès. Et je pense que c'est l'unique moment dans la vie aussi d'un patient où on doit être avec eux. Forte de ce constat, vous entreprenez en 2008 une formation en emploi de management social et culturel, puis en 2009 une formation post-grade de business development et entrepreneurship à la HEC de Genève. J'imagine que ces formations font évoluer votre regard sur le monde médical et paramédical. Que constatez-vous, qu'observez-vous avec vos nouvelles clés de lecture ? J'ai compris beaucoup de choses par rapport au management déjà. J'ai compris aussi les attentes de nos directeurs aussi, qui sont eux-mêmes sous pression par rapport aux finances. Mais j'ai aussi compris une chose, c'est que moi je me suis approchée des outils de management. Mes études dans le cadre social m'a fait mettre en place une stratégie de levée de fonds, on a pu envoyer un bloc opératoire à Yaoundé, ça a pu permettre aux femmes d'accoucher proprement et stérilement, de mettre cette infrastructure disponible aux médecins diplômés de Yaoundé. Ils payaient donc un loyer et ça permettait d'entretenir aussi la fondation qui était un orphelinat pour donner un avenir à ces enfants et surtout leur donner un avenir académique, leur permettre d'évoluer. Et je me suis rendu compte que si on pouvait avoir ces outils économiques
et une compétence, on pouvait aussi les utiliser pour des choses pertinentes et qui font du bien à la société. Et je pense qu'il y a toujours une limite à la façon dont on voit la performance. Est-ce qu'on veut que performer au niveau financier ou on peut trouver un équilibre pour amener certes une rentabilité, parce qu'une entreprise qui veut faire du bien doit être rentable, et axer aussi sur le bien-être. Vous faisiez ces études à temps partiel. Comment vous conciliez les études et votre poste de travail? Moi, j'ai fait en temps partiel parce que je n'avais pas le luxe de m'arrêter financièrement. Je viens d'un milieu ouvrier, donc à un moment donné, il y a une réalité, les études ont un coût. Et donc, j'ai baissé mon temps de travail, je suis passée de 100% à 80%, donc j'avais ce 20% qui était dédié à mes études. C'était assez challenging, mais à refaire, je le referais. First Med, une école de premiers secours, voit le jour à Lausanne en 2003 et vous la rejoignez en 2011 en tant qu'administratrice. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez été amenée à l'intégrer? Alors, c'est le hasard de la vie. Alors, j'ai postulé un soir sur JobUp à l'annonce recherche directrice premier secours à Genève. Alors, moi, j'étais pas du tout vraiment intéressée à ce poste parce que, je n'étais pas du tout genevoise, je n'aimais pas Genève, venant de Vevey. Mais je me suis dit, il faut te lancer puisque tu as ces deux formations, tu as toujours le pied en tant qu'infirmière, mais qu'est-ce que tu vaux sur le marché du travail? Tu es atypique. Donc, je suis allée me confronter au marché du travail. Et je suis allée me présenter. J'ai rencontré les deux fondateurs de First Med, qui sont des gens adorables, qui m'ont accueilli avec bienveillance. Moi, j'ai vraiment fait cette entrevue sans l'ambition d'avoir le job. Donc, je suis partie avec un adieu au final. La vie a fait qu'ils m'ont recontacté quelques heures après pour une deuxième entrevue. Même principe, j'ai pris ça en me disant, c'est chouette, belle opportunité, bel exercice. Et puis la deuxième entrevue, c'est avéré être une entrevue d'engagement parce qu'ils m'ont choisi. Et 2 heures après, je donnais ma démission à Boissères. Et 3 semaines après, je devenais directrice d'une école de premier secours. Vraiment, j'ai pris un risque sans plus de réflexion que ça. Je me suis jetée dans l'inconnu. Comment a évolué First Med et où en est cette entreprise aujourd'hui? Alors First Med a évolué, est devenu leader sur le marché roman dans le cadre des premiers secours pour le permis de conduire, permis mer et tout ce qui est attrait à l'Office fédéral des routes. On forme aussi les entreprises puisque le SECO édite des recommandations, donc on s'adresse aux entreprises que ce soit dans le cadre des banques privées, palaces, hôteliers, on touche à tout, honnêtement, et c'est super. Et on a la partie urgence pédiatrique où là, on touche aussi la population des futurs parents, des parents et des crèches. Donc on a cette palette de cours qui nous permettent de démocratiser les gestes qui sauvent, vulgariser les gestes qui sauvent. On a une ambition dans nos valeurs, c'est vraiment de rappeler à la population que vous êtes le vrai premier maillon de la chaîne de premier secours, on n'est que le 3e. Si on sauve des vies, c'est parce que vous nous avez permis de le faire, parce que vous avez su composer le 144 ou parce que vous avez su le mettre en position latérale de sécurité et commencer un massage. Et ça, c'est notre ambition. Et j'ai la chance d'être entourée d'environ 100 collaborateurs qui sont étudiants en médecine, qui ont un bachelor, qui sont médecins ou infirmières, pour dispenser ces cours. Vous l'avez dit, vous êtes à la tête d'une équipe d'une centaine de personnes qui travaillent principalement à distance. Comment, en tant que manager, vous consacrez à chaque collaborateur, chaque collaboratrice, du temps, qui plus est du temps qualitatif? Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est vraiment tous dans nos vies explosées entre l'université, l'hôpital et autres. Mais je réussis, et j'en suis reconnaissante parce que mes équipes font aussi beaucoup, à créer un lien familial, un lien où on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Ce n'est pas tant le physique qui compte, le présentiel, mais c'est ce qu'on donne à l'autre et comment on le donne. Alors, c'est clair qu'on est beaucoup sur mail, mais je profite des formations quand je les forme, de créer ce lien-là, de tisser ce lien et de se dire que oui, on est un peu dans le digital nomade à quelque part, mais que si besoin, on est là. Et ce que j'aimerais, ce que mes équipes ont développé, c'est l'esprit de solidarité. Si un jour tu as besoin de quelque chose, tu aimerais qu'on essaye de t'aider, le jour où on le fait, tu dois aussi être capable de le rendre. Et ça, c'est des valeurs où je suis très fière parce que mes équipes l'intègrent et jouent le jeu et ça me rend vraiment très fière d'être à la tête de cette équipe. En 2014, vous réalisez un partenariat avec l'auteur, compositeur et interprète suisse Henri Dess pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au numéro d'urgence avec une version suisse dont le numéro est le 144 et une version européenne dont le numéro, rappelons-le, est le 112. Comment est né ce projet ?
Il est né par culot, pour être honnête. Quand j'étais infirmière, je chantais beaucoup. Moi, j'aime chanter. Je connaissais toutes les chansons Disney, je les chantais aux enfants. Puis j'arrive à enseigner les gestes qui sauvent. J'avais manqué le côté pédiatrique. Puis j'étais frustrée parce que j'avais pas d'outils. Et je me suis dit, mais Henri Dess n'a pas été... t'as pas fait de chanson 144, ça va pas. Et au culot, j'envoie un mail sur le site d'Henri Dess en disant qu'il faut absolument qu'on fasse ça. Et je reçois une réponse, un appel. Au début, je pensais que c'était un fake parce que c'est pas Henri qui vous appelle, c'est son manager. Et qui m'explique qu'il était touché, puis qu'il est hyper intéressé par ce projet, puis qu'il le trouve pertinent. Au-delà de l'émotion, on se dit non, ce n'est pas un fake, c'est réel. Bon, on a commencé à travailler sur ce projet et j'aime dire que c'est un peu comme l'histoire du Titanic, comme la chanson de Céline Dion. One shot, c'était parfait, on a trouvé le bon feeling. Chanson rythmée qui reste dans la tête. Et moi, en parallèle, j'ai travaillé sur un livre ludopédagogique avec une équipe en France, les éditions des Braques, qui nous a permis de développer cet outil pour les enfants. En 2016, c'est la consécration. Vous êtes élue femme entrepreneur de l'année, un prix décerné par le Club des femmes entrepreneurs. Comment vivez-vous ce moment? Je réalise pas de suite ce qui se passe parce que j'arrive à être reconnue par mes pairs. Je ne sais pas comment expliquer. À un moment donné, j'étais dans une zone de no man's land. Je n'étais pas infirmière, j'étais atypique dans ce milieu. Donc tout d'un coup, il y a une reconnaissance qui tombe pour lequel je me sens tout d'un coup légitime d'exister dans ce milieu. Mais c'est pas un aboutissement. C'était pour moi l'élan supplémentaire pour me dire ce que je fais n'est pas faux, fais-toi confiance, va de l'avant. Et ça a été pour moi un moyen de peut-être abattre certaines craintes que j'ai toujours, parce que je garde un syndrome de l'imposteur, mais ça m'a permis de déployer mes ailes avec plus de confiance et peut-être un peu plus de bienveillance à mon encontre. Est-ce que vous avez pu en profiter? Est-ce que vous avez gagné en légitimité par rapport à vos collègues ou partenaires? Oui, alors clairement, il faut être honnête, il ne faut surtout pas être hypocrite. Quand on a un titre comme celui-ci, que vous êtes dans la presse, dans les journaux, évidemment, il y a le bling-bling de la paillette. Alors tout d'un coup, les gens s'intéressent à vous et veulent savoir un peu plus sur votre personne. Après, je dis souvent, les contacts qualitatifs restent, le paraître et le superficiel et l'éphémère disparaît. On vous a approché à la suite de ce titre? Oui, énormément. Énormément. C'est assez drôle de voir ce que j'appelle ce côté papier lissé, quand vous êtes sur un journal, l'impact que ça a sur les gens. Après, c'est à nous, en tout cas moi dans ma situation, de savoir rester les pieds sur terre, de savoir aussi voir les gens qui vous entourent, pourquoi on vous aborde et qu'est-ce qu'on en fait. Et des projets ont pu se concrétiser? Pas tant de projets, mais un réseau. J'ai pu construire un réseau de qualité avec des gens de qualité, avec qui je peux échanger, avec qui on partage les mêmes problématiques de chef d'entreprise. Donc, je salue plutôt le côté relation humaine suite à ça. En 2018, vous lancez le projet Baby and Kids Care, un concept que vous qualifiez, je vous cite, de résolument figital. En quoi consiste-t-il et comment a-t-il évolué au fil des ans? Alors, moi j'avais une ambition, je vous parle d'une époque avant Covid, de faire des cabinets médicaux hybrides. Donc d'allier le côté digital au côté physique. Pourquoi? Parce que ayant été infirmière, j'ai bien réalisé les crises qui allaient arriver. Je réalisais aussi la crise dans les urgences, le manque d'optimisation au niveau du pré-tri, des surcharges des urgences parce que les cabinets médicaux étaient aussi surchargés, ou des gens qui n'avaient pas de médecin traitant, etc. Et moi, la population qui me touchait le plus, c'était les parents, les jeunes parents. Parce que tout, quand on débute, est sujet à questions et d'angoisse. Donc, on appelle le pédiatre. Et je me suis dit que si on créait une ligne digitale permettant aux parents d'avoir un bon pré-tri, ça permettait, 1, de les rassurer, 2, de ne pas les faire déplacer pour rien, et 3, d'optimiser que ce soit autant les coûts de la santé que les coûts de déplacement et les surcharges. Et puis, pour pouvoir continuer l'expérience, je me suis dit, un cabinet qui se met à faire du digital est l'avenir. Car avoir raison trop tôt est avoir tort. J'ai dû me réorienter le projet, réfléchir, j'ai dû me battre parce que quand on est seul à la tête et femme d'un projet tel que celui-ci, où vous demandez aux gens de changer leurs mœurs, c'est compliqué. C'est un parcours qui pour moi a été quand même aussi douloureux. J'ai eu la chance de me retrouver au département de la santé à l'office de M. Berset. Donc j'ai eu la chance d'être accueillie octobre 2019. Je rappelle que mars 2020, Covid arrivait. Et là, on me disait, écoutez, oui, faites vos preuves, pourquoi pas le digital? Et Covid arrive, et donc cette femme qui prêchait sur un outil digital, tout d'un coup, mes propos avaient un écho. Dans ce cadre-là, ce projet a été reconnu en France. J'ai reçu le coup de cœur de la Société Santé Numérique française.
Donc j'ai pu bénéficier d'un réseau, j'ai pu apprendre du terrain, j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un projet que j'ai remis. Donc la partie Que dit le pédiatre est partie à OneDoc, dont je salue leur innovation, leur dynamisme et leur ambition pour la santé. Et puis le cabinet physique que j'ai monté à Vevey, je l'ai remis aussi des experts parce qu'à un moment donné, j'étais épuisée mentalement, physiquement. Faut pas oublier que ce projet de cabinet est sorti juste après Covid, donc les challenges étaient différents. Moi, j'avais une entreprise qui avait fermé 3 mois. Je devais remonter cette entreprise aussi. Je vivais des choses assez lourdes aussi au niveau personnel. Et à un moment donné, tout ça, mis bout à bout, a fait que j'ai ramassé une claque où j'ai dû remettre des priorités dans ma vie. Et je me suis rendu compte que ce projet n'était pas assez fort dans ma vie, pour moi, dans le sens où il était temps que je me remette au milieu de mes priorités. Donc il y avait une partie physique avec ce cabinet à Vevey et une partie digitale avec l'application Que dit le pédiatre. Exactement. D'où la notion de figital. Très bien. Courant 2023, vous intégrez l'émission Entrepreneur diffusée sur la chaîne La Télé en tant que chroniqueuse. Comment est née cette aventure ? Elle est née par hasard autour d'un lunch. Nasrat Latif, qui était le producteur à l'époque et le journaliste, m'aborde en me disant qu'il cherchait à compléter son équipe de chroniqueuses et chroniqueurs et si j'étais intéressée parce qu'il y voyait un potentiel. Au début, je n'ai pas vraiment cru, puis après j'ai dit pourquoi pas, tout en sachant que si ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Et au final, j'ai pris un énorme plaisir. Alors, j'ai pas tout fait tout juste, j'apprends, je m'améliore toutes les fois que je fais des émissions. Mais pourquoi j'y suis ? Parce que ça me permet de m'ouvrir au monde, ça me permet de rencontrer des entrepreneurs qui font le tissu économique vaudois, ça me permet de rencontrer des histoires, des parcours, ça me permet moi de me challenger, ça me permet moi de me sortir de ma zone de confort et de mon train-train, du médical, paramédical. Ça me permet vraiment de m'obliger à aller vers l'autre. Et c'est ce qui me plaît de cette aventure. Puis de mettre en avant des parcours d'autres personnes. En tant qu'entrepreneuse, en tant que femme entrepreneur, quels sont les plus grands challenges auxquels vous avez dû faire face ? Il y en a plein. Il y a la partie économique, c'est la levée de fonds. Aujourd'hui, ça reste un tabou. La levée de fonds, on n'en parle pas suffisamment. C'est pas si facile que ça pour une femme. Il y a encore beaucoup de barrières à devoir abattre. Il y a aussi l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Elle n'est pas si facile que ça non plus à adopter. C'est comment s'épanouir en tant que femme, réussir à construire sa vie privée tout en ayant des gros challenges entrepreneuriaux. Il y a aussi le regard de la société face à une femme qui a de l'ambition, avec un grand A. Mais c'est quoi l'ambition ? On n'a pas les mêmes. Le vocabulaire change quand c'est une femme que quand c'est un homme. C'est assez impressionnant de le voir, même si j'ai vu des choses évoluer, mais soyons honnêtes, pas suffisamment. Personnellement, je fais partie d'une task force sur Jenny Lem pour vraiment aider les femmes à abattre certaines barrières qui les freinent à entrer dans l'entrepreneuriat ou qui abandonnent. Je fais la même chose pour Azen qui est sur Neuchâtel. J'essaie de m'investir modestement à ma hauteur pour essayer de faire évoluer les choses. Nous avons abordé de nombreux projets que vous avez menés. Comment trouvez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée ? Il n'y en a pas. Il faut être transparente. Il faut pas que je joue l'hypocrite. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. J'étais à 250 dans ma vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que quand je prends une charge, j'aime aller jusqu'au bout, puis je suis investie complètement. J'investis ma personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé suite au Covid, suite à plein de choses de ma vie. Donc maintenant, je fais un pas en arrière. C'est pour ça que j'ai lâché des projets, pour me remettre aussi au centre de ma vie, me rappeler que j'ai besoin de ces moments pour me ressourcer. Donc maintenant, j'en crée, que ce soit des moments de culture, je m'offre une escapade au théâtre, une expo, le temps de lire, de me poser. J'ai commencé des cours de calligraphie. La calligraphie, c'est la méditation pour moi, parce que tout d'un coup, vous êtes obligé de déconstruire et reconstruire une lettre. Donc j'essaie maintenant de trouver des espaces qui me sont dédiés, sans me sentir coupable, sans me sentir égoïste, mais juste me dire que si moi je suis bien, je ne peux que mieux aborder aussi mon moi professionnel. Quels sont vos prochains projets, Maddalena Di Meo ? Mes prochains projets, grande question. Ce sera un saut dans l'inconnu, j'ai lâché beaucoup de choses. 2025 est à écrire. 2025, c'est Maddalena à titre privé que je souhaite mettre en avant. C'est de la remettre en priorité, c'est de me dire qu'est-ce que je veux pour la suite. Un projet qui arrive tout prochainement, il y en a 2-3 pour la rentrée. Et ça, j'invite les femmes intéressées. Il y a une conférence qu'on fait pour la levée de fonds
qui est gratuite, qui se déroule le 30 janvier à Gotham. Venez nous voir si vous avez des doutes, échangez avec nous, parce que c'est que comme ça qu'on peut se porter aussi des réponses à ses propres craintes. Je pars sur un projet de mentorat, puisque j'ai gagné un prix à Paris Vox Femina en 2022. Donc j'ai la chance d'être mentor et de pouvoir accompagner des femmes dans leur visibilité et de redonner ce que j'ai reçu. Et puis j'ai la chance de faire partie du jury Prix Perle et de pouvoir évaluer des projets et pouvoir les soutenir. Donc voilà un petit peu les perspectives 2025. Nous sommes toujours en présence de Magdalena Di Meo, infirmière de formation et aujourd'hui entrepreneuse, directrice de First Med, une école de premiers secours et chroniqueuse dans l'émission Entrepreneur. Nous avons échangé en première partie sur son parcours académique et professionnel. Pour cette deuxième partie, je vous propose, Magdalena Di Meo, un jeu. Je vous cite des extraits de chansons ou de romans et vous me dites ce que cela vous inspire. Qu'en dites-vous ? Partons à l'aventure. Khaled Hosseini, dans son roman « 1000 soleils splendides », paru en 2007 aux éditions Belfond, écrit ceci. « Révèle ton secret au vent, mais ne lui reproche pas de le répéter aux arbres. » L'entrepreneuriat peut parfois être un milieu concurrentiel. N'avez-vous jamais craint d'être trahi ? Oui, et je l'ai été. Faut être honnête, hein, l'humain a deux facettes, la bienveillance et son intérêt personnel, l'opportunisme. Donc, dans ce milieu-là, qu'il soit dans l'entrepreneuriat, dans les affaires et autres, il y aura toujours un risque de trahison. Après, c'est le lien qu'on a avec la confiance. Et je pense que la confiance, c'est un bien, bien précieux qu'il faut savoir donner aux bonnes personnes. Et j'ai appris, j'ai fauté, j'ai appris. Et aujourd'hui, à 44 ans, je comprends le bien précieux qu'est la confiance. Plus loin, dans un autre chapitre, l'auteur écrit ceci. De même que l'aiguille d'une boussole indique toujours le nord, un homme qui recherche un coupable montrera toujours une femme du doigt. Avez-vous le sentiment, encore aujourd'hui, qu'en tant que femme entrepreneur, en tant que femme tout court, il faut produire, travailler, convaincre davantage qu'un homme ? Oui, parce que en plus, on le voit avec la société aujourd'hui, soyons honnêtes, il y a, au-delà de parler de l'obscurantisme, etc., regardez les droits des femmes comme ils ont reculé ces 2 dernières années. On est en train de reparler du droit à l'avortement. On est en train de parler de consentement. On a aboli une loi par rapport aux obligations conjugales. Je veux dire, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Je veux dire, on a gagné nos droits et là, on est en train de les remettre en question. Donc, moi, j'ai le privilège d'être née libre. C'est pour ça que ce livre m'a révélé et m'a donné la force de postuler à l'HEC. Je me revendique libre. J'ai l'opportunité de pouvoir étudier. Mais je vais échouer ou pas, peu importe. Mais j'ai cette liberté de faire le choix. Et pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas faire ce choix, et je pense particulièrement à l'Afghanistan, je pense aux femmes iraniennes, pour toutes ces femmes, on ne peut pas se plaindre de certaines craintes. Comment vous dire ? J'ai l'impression parfois qu'on a le luxe de se plaindre quand on a le luxe de la liberté. Et moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein que vide. J'ai le luxe d'étudier, de me faire entendre, à moi d'utiliser ma parole pour apporter une certaine influence positive. Je n'aime pas le fait d'être dans une posture de victime. Et ça, c'est pour moi important. Et oui, dans une société de travail, c'est compliqué, la femme à certains postes. Mais même, et soyons positives, il y a des changements, on voit des évolutions, mais il y a encore du chemin. Et nous ne devons pas perdre les droits que nous avons acquis. En 1996, nous découvrons les Spice Girls avec leur titre Wannabe, qui raconte une histoire d'amitié entre un homme et une femme qui évoluent en amour. Aujourd'hui encore, ce morceau est considéré comme un hymne féministe. Qu'est-ce que le girl power vous apporte au quotidien en tant que femme évoluant dans un domaine considéré comme très masculin ? C'est un réseau de soutien, partage de bonnes pratiques, partage parfois des coups de gueule, soyons transparents. Ça permet aussi, et moi c'est pour ça que j'aime le mentorat et le bénévolat, c'est de préparer aussi l'autre à ce qu'elle pourra vivre et l'accompagner dans son parcours. Et c'est vrai que les Spice Girls, ils ont complètement raison. À un moment donné, faut oser prendre sa place, oser revendiquer qui on est. Je pense que c'est un double tranchant, le milieu des femmes. C'est soit on se soutient, soit on se jalouse. Et il faut savoir
aussi naviguer. On peut pas dire que tout est rose, les femmes se soutiennent entre elles. C'est pas tout rose non plus. Je serais hypocrite là. Je vendrais du Walt Disney quand c'est pas le cas. Mais quand c'est le cas, c'est la sororité est une des plus belles énergies qui soit. Pouvez-vous compter sur des femmes alliées dans ce milieu ou vous considérez-vous plutôt comme solitaire? J'ai le privilège de dire que j'ai des alliés et qui sont d'ailleurs devenus des amis. D'ailleurs, comment vous qualifiez-vous? Entrepreneur, entrepreneuse, femme entrepreneur? Femme entrepreneur, femme affranchie, décidée, libre. En 2006, Laura Pausini chante le titre intitulé « Je chante » en français, traduit de sa chanson originale « Io canto ». Elle dit entre autres ceci: « Le tout petit matin, pas encore éveillé, les premiers bruits dehors et l'odeur du café. » Maddalena Di Meo, êtes-vous plutôt du matin ou du soir? Clairement du matin et du soir. J'ai un réveil à 5 heures. Je me réveille toujours en musique. Ça, c'est le non négociable. Alors, j'ai un bien rituel. Moi, je me réveille avec la lumière du jour, la simulation. J'ai besoin de ça. Et ça commence avec quelques notes de musique qui m'accompagnent après dans ma salle de bain. Et j'aime ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de quiétude où les gens sont en hibernation encore dans leur monde et il y a une paix, une sérénité. Même si je suis dans ma salle de bain en train de me faire un délire sur une chanson Tina Turner, les Queen ou autre, mais c'est vraiment mon moment à moi. Et j'aime bien, c'est ce moment-là. Et pourquoi le soir? Parce qu'à la même chose, quand on est chef d'entreprise, la journée, quand c'est les heures ouvrables, on est sollicité par 250 000 notifications, par 250 000 appels, besoins, mails. Puis tout d'un coup, quand la société s'arrête et retourne à la maison, je retrouve ce moment de quiétude. Thé ou café? Thé. Même si, je dois dire que le cappuccino en tant qu'italienne, j'en ai besoin le matin. Mais pas après 12 heures. Pas après 10h30 quasi. Avant de nous quitter, j'ai 3 dernières questions à vous poser, Maddalena Di Meo. Tout d'abord, quel livre que vous avez récemment lu recommanderiez-vous à nos auditeurs et auditrices? La sage-femme d'Auschwitz. Alors, c'est un livre qui est confrontant, assez violent émotionnellement. Moi, j'en ai pleuré. C'est connaître toute une partie de cette Seconde Guerre mondiale dramatique qui est la vie. Mettre au monde des enfants. Mettre au monde des enfants dans des camps de concentration. Comment donner l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et pourquoi on continuerait d'aller au bout d'une grossesse si on n'a plus cet espoir-là? Et moi, ce livre, à rien qu'en parler, j'ai la chair de poule, j'en ai pleuré. Il y a des pages où j'ai dû poser et me dire, c'est des aspects auxquels on ne pense pas. Et ça m'a énormément touchée. Et alors ça, c'est le côté un peu... vraiment, il faut être prêt à le lire. Si on n'a pas envie d'être confronté à ça, et il faut pas. Il faut vraiment pas, mais il est magnifique. Je peux que le conseiller. Puis si on veut dans quelque chose de plus léger, mais très philosophique, c'est... une trilogie de livres japonais, parce que j'aime beaucoup la littérature japonaise, qui est le café, avant que le café ne devienne froid. Je les ai dévorés, les 3. Mais c'est vraiment des romans philosophiques. C'est le même principe, c'est un roman de quiétude, de sérénité, où on se pose. C'est des histoires qui vous ramènent aussi à votre introspection personnelle. C'est du développement personnel sans le vouloir à travers cette lecture-là. Bien, cela vous réjouira peut-être, mais il y a un 4e tome, et j'ai entendu dire qu'il y a un 4e tome qui va sortir. Ouh, ça c'est une excellente nouvelle pour 2025, merci. Y a-t-il une série, un film ou un documentaire qui vous a marqué ces derniers temps et que vous nous conseilleriez? Alors j'en aurais 2. La première, c'est Disclaimer. Alors excusez-moi pour la prononciation qui n'est peut-être pas de qualité, avec Cate Blanchett. Je ne vais pas vous révéler la trame, mais je me suis surprise à juger, à avoir déjà des a priori et une ligne tracée à travers cette série. Et quand on arrive à la fin, c'est une claque. C'est une claque parce que ça veut dire que moi, j'ai regardé cette série avec le prisme d'un regard de société, d'un acquis, d'un regard parfois, je dirais pas malveillant, mais jugeant. Elle est intéressante, cette série, à voir. Et la deuxième, c'est Before, parce que j'aime beaucoup Billy Crystal. Oui, je crois que c'est Billy Crystal, qui sort du cadre du registre de la comédie, qui est dans un thriller psychologique assez dramatique, intéressant,
Il est lent. Je préfère préparer les gens si vous voulez l'action. Il est lent pour entrer dans la trame. Une fois que vous êtes dedans, il est intéressant et je peux le conseiller. Dernière question, est-ce qu'une exposition, un concert ou une activité vous a particulièrement touché dernièrement? Un concert, le voyage des ABBA à Londres. Vous vous dites, je paye un ticket pour regarder une scène vide. Littéralement, c'est ça. En vérité, c'est des hologrammes. J'ai été, pendant ces 2 heures de concert, projetée dans les années 1974-79. J'avais les ABBA devant moi. Il y avait une prouesse technologique, mais à la fois humaine. Moi, je me suis émue. L'énergie dans la salle de concert était exceptionnelle. Si vous avez l'occasion de le vivre et vous êtes fan des ABBA, il faut absolument vivre le voyage des ABBA. Sinon, localement, les 2 derniers spectacles que j'ai vus, c'est Frédéric Rocrosio, que j'ai beaucoup apprécié. C'est drôle, c'est humain, c'est empathique, c'est nostalgique et philosophique. À la fin, vous tirez un enseignement qui vous est aussi propre. Et puis, samedi dernier, la Revue de Lausanne, que je ne peux que conseiller. Ils font des supplémentaires jusqu'au 26 janvier. La ligne rouge est la presse. Et l'équipe est extraordinaire, talentueuse et vraiment vous sortez de là avec une belle énergie. Je conseille. Je vous remercie sincèrement, Madeleine Dimeo, de m'avoir accordé ce temps pour cet échange que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Merci encore. Merci à vous, Alessio, de l'accueil et de la bienveillance. Nous arrivons au terme de cet épisode du podcast Philosophie de Balcon. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, noter et partager cet épisode. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver prochainement. À bientôt.